Bienvenue dans le débat de France 24. C'était l'une des annonces de François Hollande après les attentats du mois de novembre à Paris, réitérée après l'attaque de Nice. Cette fois, ça y est, la France disposera bientôt d'une garde nationale. Le projet a été présenté dans la matinée en Conseil des ministres. En voici le détail. Ils sont déjà déployés dans la police, chez les gendarmes ou dans les armées. Ils appartiendront à la toute nouvelle garde nationale et ils seront plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont 63 000. En 2018, ils seront 85 000. C'est en tout cas l'ambition de François Hollande qui visitait cet été l'un des centres d'entraînement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en informatique. Ça peut servir aussi dans la gendarmerie. Oui, je compte aussi en faire mon métier justement. Des étudiants, des salariés de plus en plus nombreux depuis les vagues d'attentats à vouloir aider les forces de sécurité. Après une rigoureuse sélection, ils recevront une formation initiale de 28 jours et apprendront le maniement des armes. Leur tâche, appuyer les forces de l'ordre dans des opérations de routine comme les contrôles routiers ou encore patrouiller devant les bâtiments sensibles. Et pour attirer les jeunes, le gouvernement versera 1 000 € d'aide à ceux qui passeront leur permis de conduire, à condition qu'ils aient moins de 25 ans, qu'ils s'engagent pour 50 jours dans la garde nationale et qu'ils servent encore au moins 2 ans. Voilà, et on en parle avec à mes côtés Luc Poignant, membre du syndicat Unité SGP FO Police. Bonjour, merci d'être avec nous. Pour en débattre dans un instant, on l'espère face à vous, Jean-Marie Bockel, le sénateur UDI du Haut-Rhin, par ailleurs l'un des rapporteurs du rapport Garde nationale, qui doit nous rejoindre d'une minute à l'autre, nous dit-on, en tout cas il est en route. Luc Poignant, vous pensez quoi de l'apport concrètement des réservistes? Est-ce que ça va vous aider dans vos missions quotidiennes pour assurer mieux, en tout cas, la sécurité des Français et peut-être vous décharger de ces tâches administratives? On va dire que tout apport d'effectifs est toujours bon à prendre. Le problème avec cette mesure, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir en amont. Par exemple, ces gens-là vont être confrontés très certainement à une confidentialité des données. Donc il faut absolument, au moment du recrutement, qu'on s'attache au profil de la personne. Donc il y a des enquêtes qui doivent être très poussées, qui doivent être faites. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre... Parmi les volontaires, je ne parle pas parmi le niveau 2, parce que vous savez qu'il y a le niveau 1 et niveau 2. Niveau 2, ce sont les retraités. Mais parmi le niveau 1, les gens qui vont être volontaires, on ne peut pas prendre toutes les personnes qui vont vouloir, qui vont postuler. Quand vous dites retraités, pour qu'on comprenne bien, les retraités de la police et de la gendarmerie, exactement. Donc ceux qui ont déjà effectivement exercé... Qui ont déjà le profil, qui ont déjà la formation initiale. Tout à fait. Mais on attend effectivement pour passer de 63 000 à 85 000 sur un afflux de volontaires. D'ailleurs, on en parlera, il y a semble-t-il déjà des vocations qui se manifestent, pour venir effectivement prêter main forte, d'une certaine manière, au travail des policiers, des gendarmes et des militaires. Vous pensez donc qu'ils vont plutôt vous aider dans votre mission, au contraire vous faire perdre du temps tout simplement en formation? Alors, je pense que à partir du moment où on va les affecter à des tâches administratives, ils peuvent nous aider, bien sûr, parce que ça permet de libérer un certain nombre de collègues qu'on va pouvoir mettre sur la voie publique. Oui. C'est ça, on est bien d'accord. Sauf que à la base, c'est pas du tout ce que nous on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est des professionnels, c'est-à-dire une embauche massive, ce qui a déjà eu François Hollande l'a annoncé. Bien sûr, c'est ce qui s'est déjà produit en début d'année, où il y a eu des embauches massives. Le problème, c'est qu'on a fermé les écoles de police il y a quelques années, donc ça prend du temps pour former mes collègues, pour former l'ensemble des gens qui ont été reçus au concours. Mais ça ne suffit pas. Il faut absolument continuer sur le même rythme à embaucher, parce que non seulement on va rattraper le retard qu'on a pris, mais en même temps, ce qu'il faut, c'est envisager l'avenir. Il y a un moment, d'ici quelques années, où il va y avoir une masse importante de départ en retraite. Oui. Donc il faut aussi prévoir ça. Et en même temps, revenir au niveau qu'on avait il y a quelques années. Donc ce que vous dites, vous, c'est qu'il faut privilégier le recrutement de professionnels et non pas d'une garde nationale. Pourtant, il y en a dans d'autres pays. Des réservistes. Oui, mais alors attention, on pense généralement à la garde nationale qu'on rencontre aux États-Unis. Oui. Alors, la garde nationale aux États-Unis, cette différence avec celle de la France, c'est qu'elle part sur des territoires extérieurs, elle part sur des terrains de guerre. Là, il n'est absolument pas le cas. C'est pour rester dans l'Hexagone. En même temps, nous, ce qu'on réclame, c'est effectivement des professionnels, parce que dans un hôpital, l'aide-soignant, il a son utilité, mais il ne remplacera jamais l'infirmière. Là, en l'occurrence, les réservistes, c'est très bien, mais ils ne remplaceront jamais le professionnel. Celui qui a été embauché, qui a eu 12 mois de formation
pour accéder à cet emploi. C'est très bien. Ça va combler le déficit de quelques mois. C'est-à-dire que le temps que mes collègues sortent de l'école, ça peut être positif. Mais encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on demande. Alors, il ne s'agit pas, a priori, de substituer effectivement aux effectifs existants de la police ou de la gendarmerie, mais de suppléer un certain nombre de missions et de regrouper justement les effectifs existants de réservistes, puisque chaque corps compte aujourd'hui ses propres réservistes. Il y en a dans la police, il y en a dans la gendarmerie, il y en a dans l'armée. Ça a un sens de regrouper ces réservistes sous une seule et même bannière? Vous savez, quand on multiplie les chefs, c'est jamais bon en termes d'efficacité. Là, en l'occurrence, à partir du moment où on regroupe et qu'il y aura un commandement unique, ça ne peut être que positif. Nous, ça fait partie aussi de nos doléances, mais parmi les professionnels, qu'on puisse avoir un commandement au niveau du ministère de l'Intérieur qui commande à la fois les gendarmes et à la fois la police. Oui, mais alors justement, cette réserve, elle dépendra à la fois du ministère de la Défense qui chapeaute les réservistes des armées et du ministère de l'Intérieur chargé des réservistes de la police et de la gendarmerie nationale. On a affaire à une double tutelle. Est-ce qu'on va revoir en gros à nouveau les guéguerres auxquelles on a assisté entre police et gendarmerie pendant des années? Je pense que les militaires ne seront pas affectés aux mêmes tâches que les gendarmes et policiers réservistes. Les militaires vont... J'entendais tout à l'heure qu'ils allaient renforcer l'opération Sentinelle, par exemple. Nous, les réservistes, tant de la gendarmerie que de la police, mais je m'adresse plus aux policiers, mais les policiers vont plus occuper des emplois de policiers de bureau, plutôt que de renforcer les opérations Sentinelle. Renforcer Sentinelle, hein, déjà 10 000 militaires affectés à la protection du territoire et puis plus de 100 000 policiers, alors que cette mission est déjà tant mise en doute par un certain nombre de spécialistes qui doutent de son efficacité, qui considèrent finalement qu'on utilise des moyens disproportionnés, là où les vrais moyens devraient être mis sans doute davantage dans le renseignement. Est-ce que ça a un sens de renforcer aujourd'hui Sentinelle avec des effectifs qu'on allège par ailleurs grâce à ces réservistes dans les commissariats? Attention, Sentinelle, ce sont les militaires. Oui. Et dans les casernes. Voilà, personne aujourd'hui ne se sent agressé en voyant un militaire dans la rue. Bien au contraire, on se sent beaucoup plus rassuré. Oui. Alors après, leur utilisation, c'est autre chose. Mais en termes d'affichage, il est évident que ça rassure la population. Donc... Pourquoi ne pas renforcer? Oui, après tout, pourquoi pas? C'est le but, ça, de l'État, de décider de l'affectation de ses ressources humaines en matière de sécurité sur des questions d'affichage et pour rassurer la population? Il peut y avoir. Alors, il y a effectivement l'affichage, mais en même temps, on a eu l'expérience avec le Bataclan. Il y a eu suffisamment d'études qui ont été faites là-dessus. Il se peut qu'à un moment, l'opération Sentinelle vienne vraiment en complémentarité de l'opération Vigipirate, dont ils font partie d'ailleurs. Ils font partie intégrante. Mais on a eu l'occasion d'avoir un débat là-dessus sur l'opération Sentinelle face au Bataclan. Il est évident que le militaire ne va pas prêter son FAMAS. Voilà. C'est une évidence. Les militaires étaient présents sur place lors de l'attaque au titre de Vigipirate. Quand on sait qu'un FAMAS, ça part en rafale dans Paris, tiré en rafale, c'est quand même un gros risque. Oui. Donc il y a peut-être un emploi différent à avoir, mais toujours est-il qu'ils viennent en complément dans le cadre du plan Vigipirate. Oui. Alors il y a un point important que souligne d'ailleurs l'État, cette double mission d'une certaine manière, ou double vocation de cette force réserviste, à la fois protéger la population et puis favoriser l'engagement citoyen. Jean-Yves Le Drian l'a dit aujourd'hui, écoutez. Cette décision est une réponse d'abord à la nécessaire adaptation de notre appareil de sécurité et de défense, singulièrement sur le territoire national. Cette décision est aussi une réponse à l'élan patriotique qui s'est manifesté après les attentats que la France a connus ces derniers mois. Voilà, protéger la population tout en favorisant l'engagement citoyen. J'en profite pour saluer Jean-Marie Bockel qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Je précise pour ceux qui nous regardent que vous êtes sénateur UDI du Haut-Rhin. Vous êtes également co-rapporteur du rapport Garde nationale, une réserve militaire forte et territorialisée pour faire face aux crises. On vient d'entendre donc le ministre de la Défense présenter l'avantage, la vocation de cette réserve nationale. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de poursuivre deux objectifs qui ne sont pas nécessairement compatibles entre eux? Renforcer finalement le civisme et le sentiment de citoyenneté, notamment chez les jeunes, avec des missions qui sont quand même des missions stratégiques, c'est-à-dire protéger mieux les Français. C'est le risque, et c'était encore plus le risque au début du processus, où le président de la République voulait mettre sous le concept de garde nationale, le service civique, etc., les sapeurs-pompiers. On a eu un dialogue. J'ai essayé de faire passer le message que
il y avait une dimension sécuritaire et plus encore militaire qui ne pouvait fonctionner que s'il y avait une chaîne de commandement claire. Là, le concept a bougé et en même temps, vous avez vu, c'est d'abord un label. C'est un peu plus qu'un label parce qu'il y a une organisation, il y aura un général, etc. Le positif, c'est que ce sera un encouragement au volontariat. Et au volontariat sur ces questions où il y a beaucoup de jeunes qui sont partants. Mais derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce que dit le ministre de la Défense, et je suis d'accord avec lui, nous l'avons auditionné cet après-midi au Sénat, d'où un peu mon retard, et nous avons la nécessité que cette montée en puissance de la réserve militaire et gendarmerie puisse être à la fois clairement adossée à des missions. On ne veut pas simplement avoir plus de réservistes parce que c'est bien, parce que ça mettra de l'huile dans les rouages, parce qu'on pourra faire sentinelle dans de meilleures conditions. Nous avons aujourd'hui face à des vraies menaces, où l'armée de la République, l'armée qui s'est insérée tous les jeunes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, cette armée, on peut avoir besoin d'elle sur des catastrophes naturelles, sur des risques de troubles graves, et cette armée-là, il faut qu'elle soit présente sur le territoire, d'où notre réflexion sur la territorialisation, là où il y a des déserts militaires de cette réserve qui monterait ainsi en puissance. Il faut qu'elle soit militaire, cette dimension militaire est très importante, les réservistes ne sont pas des sous-soldats, et il faut qu'il y ait une seule armée, une seule gendarmerie. Mais qu'on comprenne bien, ce n'est pas simplement la vocation de creuset républicain que joue l'armée, ce n'est pas simplement une vocation d'intégration de ces jeunes, il y a aussi une véritable mission rendue aux Français. Je pense que ce serait une erreur et je pense qu'on mélange deux débats. On mélange le débat sur la nostalgie du service militaire. Moi, je l'ai fait, j'étais réserviste pendant 40 ans, je suis évidemment favorable à cette idée. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens ni financiers ni humains 311 millions d'euros. Ça, c'est clair. Donc, cette vocation-là, un jour d'un service obligatoire, civil ou militaire, pour tous les garçons et les filles, ça doit rester un objectif. Mais aujourd'hui, il faut que cette réserve soit d'abord à objectif professionnel, militaire, même des réservistes sont des vrais professionnels. Au passage, bien sûr que c'est un plus pour ces jeunes, bien sûr que ça les aidera à mieux s'insérer dans la société, à mieux trouver du travail, mais l'armée sait faire de l'insertion. Il y a des établissements spécialisés en direction de jeunes en difficulté volontaires où elle fait du très bon travail, mais c'est limité à quelques centaines de jeunes. Mais le but est d'abord un but militaire. Luc Poignant du syndicat SGP FO Police, on sent, en tout cas c'est ce que disent, c'est ce dont témoigne un certain nombre d'interlocuteurs au sein de l'État, un véritable engouement des jeunes pour l'engagement aujourd'hui au service de l'État. Alors vous nous disiez tout à l'heure, il faut effectivement être vigilant sur les profils qui sont recrutés, mais en tout cas vous vous réjouissez aujourd'hui de voir, à la suite bien sûr d'événements dramatiques pour la France, de voir que de plus en plus de jeunes souhaitent donner de leur temps pour le pays. Lorsque le président de la République a décidé de l'embauche massive en début d'année, il y a eu un concours exceptionnel. On a eu un nombre de dossiers comme jamais on a vu. Parce qu'effectivement, il y a cet engouement, il y a cette envie de servir, il y a cette envie d'être utile, d'exercer une profession qui est utile. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la réserve, très bien, mais nous, ce qu'on demande quand même, malgré tout, ce sont des professionnels. C'est-à-dire qu'il faut embaucher aussi des professionnels. Les réservistes pourront pallier le manque pendant quelques temps, c'est-à-dire que le temps que mes collègues sortent de l'école, mais rien ne remplacera le professionnel. Je peux exprimer à la fois un point d'accord avec vous sur le fait qu'il faut qu'il y ait une dimension professionnelle. On n'est pas dans une dimension d'insertion, là on est d'accord. Et une nuance avec vous, c'est qu'aujourd'hui, les réservistes, je pense notamment à ceux de l'armée, mais je sais que c'est vrai aussi dans la gendarmerie, quel que soit leur grade pour lequel ils sont formés, quelle que soit leur mission, qu'elle soit militaire, sécuritaire, technique, quand ils sont dans une unité, ce sont des militaires comme les autres, avec le même professionnalisme. Savez-vous qu'aujourd'hui, l'armée française, je pense notamment à l'armée de terre, mais ça vaut que je connais mieux, puisque j'en suis, mais ça vaut aussi pour la marine et l'armée de l'air. Vous êtes vous-même réserviste, il faut oui, dire. Enfin, ils m'ont mis à la retraite, malheureusement, pour cause d'âge, mais enfin, je l'ai été pendant 38 ans. Et j'ai terminé colonel de la réserve opérationnelle, je suis très fier, j'ai servi mon pays, tout ça. Mais, voyez-vous, les réservistes sont, je le disais, de vrais professionnels. Si demain, on enlevait les réservistes
même ceux d'aujourd'hui, les 28 000 qui sont là en moyenne à 1 mois par an, ou pareil pour la gendarmerie, mais je pense là surtout à l'armée, les militaires d'actifs, les chefs militaires me le disent, l'armée ne pourrait plus fonctionner, parce qu'ils sont à des rouages importants. Donc la seule nuance que j'ai avec vous, c'est qu'un soldat est un soldat, là où on le met, c'est qu'il a été formé à cela. Maintenant qu'on a dit cela, c'est vrai qu'il faut des militaires, je dirais, de métier. Les budgets sont en train de repartir. Bien sûr, c'est ce qui structure l'armée. Mais c'est juste le terme de professionnel, car ceux qui sont réservistes sont très fiers aussi de leur professionnalisme, sont respectés par leurs camarades d'active. C'est juste ce mot qu'il faut employer avec nuance, quoi. Jean-Marie Bockel, juste pour répondre à une préoccupation qu'exprimait Luc Poignant au début de ce face-à-face, à savoir le fait que finalement... des jeunes qui pourraient être des personnes, pour certains, pas forcément adaptées à être aussi près de données sensibles que sont celles qui sont présentes aussi bien dans les casernes que dans les commissariats, puissent être recrutés. Comment va s'effectuer le recrutement de ces profils? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un cas extrême des fichiers S, par exemple, dans les commissariats? Aujourd'hui, ce risque très limité dans nos armées, quelques personnes, existe pour tout soldat, qu'il soit futur réserviste ou futur soldat de métier. Il n'y a pas de différence. Les moyens que se donne l'armée pour détecter, prévenir, voire sortir du dispositif lorsqu'ils ont le moindre soupçon, sont particulièrement efficaces. S'il y a un endroit où le risque zéro n'existe pas, et il y a eu quelques cas, mais où le risque est extrêmement limité, c'est bien là. Et c'est l'armée d'aujourd'hui. Et l'armée, c'est d'abord des jeunes, et ces jeunes, ils sont de toutes origines ethniques, confessionnelles, sociologiques. C'est ça l'armée d'aujourd'hui. Eh bien, cette armée-là sait se prémunir, que ce soit pour les professionnels ou les réservistes. L'armée de demain saura aussi se prévenir, j'ai confiance. Un mot de conclusion en 20 secondes de Luc Poignant, vous vouliez réagir ? Oui, bah écoutez, oui, effectivement, bon, j'espère que l'avenir vous donnera raison et que des enquêtes très, très sérieuses pourront être faites, notamment au niveau des renseignements généraux, pour voir qui on incorpore, qui on n'incorpore pas. Mais il n'en demeure pas moins quand même que l'objet principal, c'est d'embaucher des fonctionnaires de police, des gendarmes, mais de métier, non pas professionnels, mais de métier. Ça, au moins, ça sera l'avenir. Et vous avez une vision police que je comprends tout à fait et qui est éminemment respectable. Alors que moi, c'est vrai que le travail, je l'ai surtout fait avec ma collègue Gisèle Jourda sur la dimension militaire. Voilà. Donc, je pense que, effectivement, je comprends vos réserves d'une certaine manière. Il ne s'agit pas d'opposer. Le civil, c'est pas le militaire. Il ne s'agit pas d'opposer de vision. Et on a bien compris que les réservistes ne sauraient se substituer à des embauches non pas professionnelles, mais en tout cas de fonctionnaires de police et de gendarmerie à temps plein, et dont c'est le métier. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marie Bockel. Merci également Luc Poignant. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau face-à-face consacré cette fois à la peut-être future constitution ivoirienne. Les électeurs ivoiriens, en tout cas, en décideront. C'est dans un instant.